Aujourd'hui, l'écrasante majorité de la population mondiale survient à ses besoins alimentaires grâce à l'agriculture, que celle-ci soit intensive, raisonnée ou biologique. Vous le savez sûrement déjà, ce mode de vie sédentaire n'est que très récent à l'échelle de l'histoire de l'humanité, une douzaine de milliers d'années tout au plus pour les cas les plus précoces. À l'école, on a tous entendu l'expression révolution néolithique, mais s'agit-il réellement d'une révolution pour l'histoire de notre espèce? Si oui, dans quel sens? Et plus important encore, l'agriculture, c'était vraiment une bonne idée? Il faut se tourner vers l'Est pour voir apparaître les premières traces de ce qui sera les débuts de la sédentarisation et de l'agriculture. En effet, c'est au Moyen-Orient, plus précisément dans la région du Croissant fertile, que les premières bribes de l'agriculture font leur apparition aux alentours de 9000 avant Jésus-Christ. Même si le concept de néolithique est relativement complexe, puisqu'il induit de nombreuses mutations dans les structures sociales et économiques, il peut être grossièrement résumé au phénomène de sédentarisation et d'un changement de mode de subsistance, laissant une part de moins en moins grande à la chasse et à la cueillette au profit de l'élevage et de la mise en culture. Les groupes humains se rassemblent de plus en plus pour donner naissance aux premiers villages puis aux premières villes. Ce qui est intéressant, c'est que malgré une première apparition très localisée, le concept de néolithique va également apparaître et se développer à de nombreux autres endroits du monde, mais à des rythmes très variés. En Afrique, l'élevage semble apparaître vers 7000 avant notre ère avec la domestication du bœuf. Toutefois, la cueillette représente encore une part importante de l'alimentation. Pour la Chine, c'est à partir de 5000 avant Jésus-Christ que l'on voit apparaître le développement des premiers groupements humains importants sous la forme de villages. De l'autre côté de l'océan Pacifique, dans les Andes, on cultivait déjà les haricots rouges, le piment ou encore le maïs dès 8600 avant Jésus-Christ. Mais on compte encore d'autres foyers primaires de néolithisation comme la haute vallée du Nil, la Nouvelle-Guinée ou encore l'Amérique centrale. Pour ce qui est de l'Europe, le néolithique s'y développera seulement à partir de 6000 avant notre ère, le temps que le concept voyage du Moyen-Orient en prenant deux routes majeures. L'une d'elles, que l'on appelle le néolithique danubien, se répand suivant le Danube et atteint les rives du Rhin vers 5400 avant Jésus-Christ. La seconde, appelée courant méditerranéen, se développe en suivant les côtes de la Méditerranée jusqu'à atteindre la Provence aux alentours de 5800 avant notre ère. Ce concept de néolithique ne voyage pas tout seul, il est le fruit de la migration de certains groupes depuis le Moyen-Orient, peut-être dans le but de s'installer dans des régions un peu moins occupées. Il semble donc que les phénomènes d'élevage et de domestication végétale aient vu le jour indépendamment dans différentes zones du globe, à plusieurs milliers de kilomètres de distance et à seulement quelques siècles d'écart. Le néolithique se répand de plus en plus jusqu'à conquérir la quasi-totalité de la planète. Finalement, ce nouveau modèle aura mis plusieurs milliers d'années pour se répandre sur l'ensemble du globe, une révolution somme toute assez lente. Mais en ce qui concerne le mode de vie des populations, le néolithique ouvre la porte d'un changement irrémédiable. D'ailleurs, à cause du modèle de propagation de ce concept, on ne parle plus de révolution néolithique, mais plutôt de néolithisation. Plusieurs milliers d'années pour conquérir la planète, ça paraît énorme. Du coup, on est en droit de se demander si le néolithique était si convaincant que ça. Depuis quelques dizaines d'années, les données archéologiques concernant l'apparition, mais surtout le développement du néolithique ont considérablement augmenté. Cela nous a permis de mieux comprendre l'évolution de l'agriculture et de l'élevage, ainsi que les nouvelles dynamiques sociales qui s'imposent. Mais cela a aussi permis de comprendre que le néolithique n'a pas franchement convaincu tout le monde dès le début. Des études archéologiques approfondies ont mis en évidence l'existence de zones de contact pour lesquelles les nouveautés du néolithique ne semblent pas prendre le dessus sur le mode de vie encore nomade de certaines populations. Dans certaines régions, les contacts entre agriculteurs et chasseurs-cueilleurs ont persisté pendant plusieurs siècles au moins avant que le modèle néolithique ne finisse par l'emporter. Ces contacts ont notamment pu amener à des échanges de gibier ou de céréales notamment. Mais du coup, pourquoi certains chasseurs-cueilleurs ont-ils été si réticents à l'idée de laisser tomber leur modèle de subsistance au profit de celui de leurs voisins? Depuis une vingtaine d'années, de nombreux travaux scientifiques ont tenté de mettre en évidence l'impact sanitaire de l'avènement de la sédentarisation. Effectivement, selon différents chercheurs, le passage d'un mode de subsistance basé sur la chasse et la cueillette à l'agriculture et l'élevage aurait permis le développement de nombreuses maladies. Comment? Eh bien cela découlerait principalement de deux problèmes. Premièrement, l'apparition de l'élevage aurait grandement facilité le développement des zoonoses, les maladies se transmettant des animaux à l'homme, pouvant être causées aussi bien par des bactéries, des virus ou encore des parasites. C'est vraiment immonde. Deuxième problème évoqué, la sédentarisation. Une chose est certaine, avec le développement du néolithique, les groupes humains ont eu tendance à se regrouper de plus en plus, jusqu'à former les premiers villages, puis les premières villes. Et qui dit plus forte concentration de population, dit forcément facilité de propagation des pathologies. On estime qu'en 50 000 avant notre ère, il n'y avait qu'un demi-million d'humains sur Terre, alors qu'il y en avait 5 à 6 millions vers 10 000 avant Jésus-Christ, puis ce chiffre connaît une croissance spectaculaire pour atteindre pas moins de 80 millions 2000 ans avant notre ère. De quoi laisser le champ libre à quelques maladies pour se développer par-ci, par-là.
Mais de quelle maladie, de quels mots on parle au fait? L'étude de sépultures de nombreux sites datant du néolithique ont fourni de nombreuses informations, notamment grâce aux ossements. Première constatation, l'apparition et le développement des caries à cause de la consommation de céréales. Bon, on est d'accord que les caries ça tue pas, c'est vrai, mais c'est quand même pas très chouette. Mais les dents de certains individus ont également laissé des traces caractéristiques de troubles de la croissance liés à l'alimentation, traduisant des périodes assez compliquées. Autre information que livrent les os, les traces de la récurrence d'un travail long, difficile et répété, se caractérisant notamment par la découverte de signes d'arthrose beaucoup plus fréquents qu'au paléolithique. Et oui, on estime que les individus issus de groupes de chasseurs-cueilleurs ne devaient pas travailler plus de 4 ou 5 heures par jour pour subvenir à leurs besoins, alors que les premiers agriculteurs n'ont pas dû compter leurs heures pour pouvoir assurer leur alimentation. Effectivement, l'avènement du néolithique, c'est aussi le début de nombreuses et nouvelles tâches quotidiennes. Une étude coécrite par 7 chercheurs est parue dans la revue de biologie Cell met même en évidence la présence d'une souche de peste durant le néolithique. Yersinia pestis, c'est son petit nom, se serait développé dans le courant du 6e millénaire avant Jésus-Christ, pour ensuite se propager à travers d'importantes voies de communication au sein de l'Eurasie. En Orient, les études de différents restes humains datant du néolithique ont permis de confirmer la présence de la tuberculose, de la syphilis, mais aussi de la variole, de la rougeole ou encore du paludisme au sein de populations d'agriculteurs. Ça fait beaucoup là, non? Toutefois, d'autres études récentes tendent à relativiser l'ensemble de ces résultats et de nouvelles découvertes remettent en cause pas mal de choses. Il faut également prendre en compte que certaines études récentes montrent que, finalement, certaines maladies que l'on croyait apparues au néolithique sont en réalité beaucoup plus anciennes. C'est notamment le cas de la tuberculose qui, d'après les travaux des chercheurs Inaki Comas et Sébastien Gragneux, serait vieille d'au moins 70 000 ans, viendrait d'Afrique et ne serait pas d'origine animale mais bel et bien humaine. Les premiers groupes humains à l'avoir contracté seraient donc des chasseurs-cueilleurs et non des sédentaires. Bon, ça veut pas non plus dire que toutes les études affirmant le grand impact sanitaire du néolithique sont fausses, loin de là, mais seulement qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour cerner complètement cette période caractérisée par de très grands changements pour les sociétés humaines. Dans tous les cas, il est certain que la néolithisation a apporté son gros lot de cochonneries aux sociétés humaines, et si toutes les maladies évoquées ne sont pas forcément apparues lors de cette période, elles s'y sont au moins développées. La densité de population sans cesse grandissante, étroitement liée à la question épineuse du traitement des déchets du quotidien de ces groupes humains, a offert de grandes possibilités à ces maladies qui ont eu tout le loisir de se développer à travers le monde. Il faut aussi noter que le néolithique est la période du développement des soins médicaux. Plusieurs études ont notamment démontré des améliorations concernant la mortalité infantile ou encore l'espérance de vie moyenne des populations avec le passage à l'agriculture. Quoi qu'il en soit, la quasi-totalité des groupes de chasseurs-cueilleurs ont fini par abandonner leur activité pour l'agriculture. Il y a donc eu des motivations qui ont incité ces populations à adopter un nouveau mode de vie, bien qu'il soit difficile de les identifier clairement. Vous l'aurez compris, réussir à quantifier les impacts de la transition néolithique sur les populations humaines du monde entier est relativement complexe. La sédentarisation et les regroupements humains de plus en plus nombreux et denses ont très certainement favorisé le développement ou l'apparition de certaines maladies, mais il semblerait bien que de nombreux résultats d'études soient à nuancer. Nous avons aussi vu que certaines maladies ont bel et bien existé au néolithique, mais que certaines autres ne sont pas forcément apparues lors des débuts de l'élevage, comme on a tendance à le croire. Il faut également se méfier du peu de données collectées, elles sont de plus en plus nombreuses, c'est vrai, mais cela reste relativement peu, et les variations d'une région ou d'une époque à l'autre sont trop importantes pour faire des généralités. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous encourage à liker, à vous abonner si c'est pas déjà fait, ça reste le meilleur moyen de me soutenir, mais aussi d'être au courant des sorties des prochaines vidéos en activant la cloche. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et une nouvelle pièce de l'histoire humaine.